bienvenue à tous dans cette formation d'initiation au framework Angular co-organisé par GDG Cloud Abidjan et GDG Bassam. Et l'objectif, c'est de vous donner les bases ou l'essentiel des connaissances sur lesquelles vous pouvez vous baser après devenir autonome dans l'utilisation de ce framework. Donc, concernant la formation, il s'agit d'une formation de 8 sessions de 1h45 ou 2 heures maximum chaque jeudi et mardi durant tout le mois de mai. Donc, nous avons commencé et nous avons bouclé les 5 premières sessions. Donc, la première session, nous avons fait une introduction rapide au TypeScript, qui est un prérequis pour faire du Angular. La deuxième session, nous avons appris à créer un projet de zéro, comprendre la structure d'un projet Angular, à découvrir comment créer des composants, les rendre utilisables. Nous avons vu comment, dans la session 3, pouvoir communiquer entre des composants, c'est-à-dire la notion de composants parents, de composants enfants, de pouvoir échanger les informations entre les composants. Nous avons vu les directives qui nous permettent de pouvoir manipuler le contenu de notre DOM ou d'appliquer des modifications de l'apparence à des éléments se trouvant dans le DOM en fonction de certaines conditions. Nous avons vu comment cacher un élément, comment réaliser des boucles. Si nous voulons, nous avons une liste et que nous voulons réaliser une boucle dessus pour réaliser un certain affichage. Donc, dans la dernière session, c'est-à-dire la session 5 de la dernière fois, nous avons parlé des services et nous avons vu comment ils nous permettent d'isoler la logique hors de nos composants pour rendre tout cela réutilisable. Donc, le but de la session d'aujourd'hui, c'est de parler du routing, qui est la façon de mapper des URL sur des composants donnés. Donc, jusque-là, nous avons travaillé avec un seul composant, nous sommes restés sur une seule page. Et là, nous allons voir comment mettre en place un système de navigation entre les composants. Donc, ce serait l'objectif de cette session. Donc, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Modeste Chambon. Pour ceux qui nous rejoignent la première fois ou qui n'ont pas suivi des présentations où je me suis présenté, donc moi, c'est Modeste Chambon. Je suis développeur web JavaScript et créateur de contenu. Donc, je détiens une chaîne YouTube où je partage un peu mes connaissances en développement web de façon générale et surtout sur du JavaScript, c'est-à-dire du JavaScript, du Angular et du Node avec la communauté francophone. Donc, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, soit avec le hashtag DevPropulsor ou soit avec mon identifiant RBL-MDST. Donc, comme je le disais tantôt, la session de ce soir sera consacrée au routing et au système de routage au niveau de Angular. Mais avant de réaliser cela, je vais faire une petite introduction ou une introduction rapide à la programmation réactive parce que le système de routage de Angular et les formulaires, la façon de réaliser les HTTP, le module de réalisation des requêtes HTTP, tout cela se base sur du RIJS. Oui, j'avais dit lors de la session précédente que l'aide des freins d'adoption de Angular, c'est la maîtrise ou la connaissance de RIJS qui freine beaucoup de personnes. Et ça fait que des fois, même des personnes qui font du Angular pendant des années, ils utilisent des anti-patterns, c'est-à-dire des mauvaises façons de faire et tout. Donc l'idée, c'est de vous donner ici, pas d'entrer trop dans les détails, mais de vous donner l'essentiel dont vous avez besoin au moins pour travailler sur une application Angular ou pour aller à l'essentiel. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste prendre cette présentation que j'avais fait lors d'une formation précédente. Donc, l'idée, c'était d'éviter de refaire tout ça. Donc, je vais me baser sur ceci. Donc, c'est quoi la programmation réactive? C'est une forme de programmation dans laquelle plutôt le flux d'exécution d'un programme est déterminé par le flux de données. Donc, c'est basé sur ce qu'on appelle des streams. Donc, en programmation réactive, on manipule des streams. Et c'est quoi les streams? Les streams, c'est juste des flux les streams en français, on l'appelle des flux de données. Donc, cela représente juste des informations qui transitent, qui sont émises ou transitées
durant le temps, c'est-à-dire des données qui transitent pendant une période définie. Donc, des flux de données, c'est des séquences plutôt de données qui arrivent dans le temps. Donc, comme exemple de séquence de données, supposons que je bouge cette souris comme ça. En faisant ça, ma souris prend à un instant T donné une position. Et cette position est définie dans le temps. Donc, les positions qu'occupe ma souris quand je fais ceci, à chaque fois, on peut dire que c'est des flux de données. Et ces flux de données représentent, dans ce cas, la position de ma souris lorsque je la bouge. Donc, on peut avoir des coordonnées X, Y dans le temps qui représentent à chaque fois des flux de données. Donc, on peut dire également que les contenus d'un tableau, si on prend un tableau, nous avons plusieurs éléments qui se trouvent dans un tableau. On peut considérer également que chaque élément d'un tableau, on peut l'envoyer pendant une séquence de temps ou dans le temps, échelonné dans le temps. On peut dire par exemple chaque 1 seconde, on envoie une donnée du tableau. Donc en faisant cela, on met en place un flux de données et les données qui seront émises dans ce cas seront le contenu du tableau, chaque élément du tableau. Donc la notion de stream, c'est une notion un peu générale et c'est la même chose qu'on retrouve également dans le domaine du multimédia qu'on appelle le streaming. Netflix, YouTube, etc. Lorsqu'on parle de stream, c'est des flux de données qui transitent également dans le temps. Jusque les données qui transitent, c'est des octets, c'est des vidéos, des chunks de vidéos. Donc, vous avez une grosse vidéo qui est envoyée dans le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle des flux de données. Et lorsqu'on fait de la programmation réactive, comme tout paradigme de programmation, la programmation réactive aussi a ses concepts ou ses notions clés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation réactive se base sur un design pattern qui est très connu, qui est le design pattern qui a différents noms. Donc, les gens le donnent différents noms en fonction du contexte où c'est utilisé. Est-ce que c'est en réseau? Est-ce que c'est en architecture logicielle? Donc, ça a un nom qui varie, mais le design pattern, c'est le pattern observer. Donc, dans le pattern observer, vous avez un élément qu'on appelle observable, qui est un sujet qui peut être suivi ou regardé par d'autres éléments qu'on appelle des observers. Donc, c'est des personnes qui peuvent regarder le sujet. Et pourquoi ils regardent le sujet? L'idée, c'est de voir les changements qu'il y a sur ce sujet et de faire des actions lorsque ce sujet change. Donc, là, en programmation réactive, c'est ce concept qui est repris. Donc, vous avez la notion d'observable et d'observer. Donc, nous avons un schéma ici qui résume presque tout. Donc, l'observable, c'est un sujet, c'est-à-dire une entité qu'on peut suivre ou vérifier ces changements d'état. Donc, vous avez des observers qui sont des éléments qui cherchent à être informés du changement de l'état du sujet ici. Donc, à chaque fois que cet état change, ces éléments qui sont ici veulent savoir que l'état de celui-ci a changé. Donc, pour pouvoir détecter ce changement d'état, ils souscrivent à cet observable. Et à chaque fois qu'il y a des changements ici, l'observable les informe qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu un changement. Mais dans ce pattern, cela varie en fonction, comme je le disais, du domaine où c'est utilisé. Donc, on parle des fois de pub, sub ou publish, subscriber. Donc, lui, dans ce cas, il sera le publisher, c'est-à-dire la personne qui publie les informations. Et ceux-là, ils seront les souscripteurs, donc les subscribers. Donc, le terme peut changer en fonction du contexte. Donc, si nous revenons dans le contexte de la programmation réactive, donc on utilise le terme observable pour désigner la source de l'information, c'est-à-dire la personne qui émet l'information ou les changements d'état. Et ceux qui souscrivent à cela s'appellent les subscribers. Donc, en faisant la souscription, on crée ce qu'on appelle, en souscrivant à l'observable, on crée ce qu'on appelle une souscription. Et lorsque les observers ne veulent plus être informés des changements d'état, ils doivent casser cette souscription ou désouscrire d'ici et dire que je ne suis plus intéressé par le changement d'état. Maintenant, dans la pratique, les observables sont juste des objets qui disposent d'une méthode permettant de souscrire à un changement d'état. Et les observers, dans la pratique, c'est juste des objets qui disposent de trois
trois attributs qui sont des callbacks qui seront appelés à des différents états de changement, à différentes étapes de changement d'état au niveau de l'observable. Donc, nous avons le nest, qui est l'attribut ou le callback appelé à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée qui est disponible. Nous avons le error, qui est le callback appelé lorsque il y a une erreur qui se produit. Et nous avons le complete, qui est le callback appelé lorsque le flux n'a plus rien à envoyer. Et l'observable n'a plus rien à envoyer, c'est-à-dire qu'il ne produit plus de données ou qui trouve qu'il y aura plus de changement d'état, il peut émettre le complete pour que ceux-là se désouscrivent. Donc, tant que il n'émet pas l'état de complétion, donc ça veut dire que le flux sera toujours ouvert. Et si ces personnes ne sont plus intéressées par cela, ils doivent désouscrire en se basant sur le subscription, c'est-à-dire la souscription qu'ils ont créée au début, ce flux, cette flèche ici. Donc, dans la pratique, c'est de cette façon qu'on les utilise. Donc, vous avez un observable, on souscrit dessus en lui passant un observer, c'est-à-dire un objet qui dispose de ces trois callbacks. Donc, l'autre chose aussi, c'est que, comme nous le verrons, au niveau de RIJS, ou ce que RIJS apporte de plus, c'est ce qu'on appelle des opérateurs. C'est-à-dire que j'ai un flux qui émet des valeurs. Donc, je peux brancher un opérateur sur ce flux pour modifier la donnée en sortie. Donc, pour pouvoir réaliser cela, on utilise ce qu'on appelle des opérateurs. Donc, vous pouvez combiner plusieurs opérateurs en utilisant le pipe ici. Donc, dans le raisonnement de la programmation réactive, vu que c'est des flux de données, on considère cela comme, on va considérer ça comme c'est de l'eau qui est, par exemple, de l'eau qui vient d'une source donnée. Donc, on utilise des pipes, comme les pipes, c'est des tuyaux, donc pour brancher cela sur la source d'eau et le diriger vers quelque part. Donc, à travers ces opérateurs, on peut modifier la façon dont l'eau sort à la sortie. Donc, voilà, résumer le concept de façon rapide. Donc, si nous revenons au RIJS, c'est quoi RIJS? RIJS, c'est juste une librairie qui vous permet de faire de la programmation réactive. Donc, la programmation réactive, vous pouvez l'utiliser à la fois côté back-end comme côté front-end. La raison pour laquelle en Java, par exemple, il y a RIS Java, qui est l'équivalent de ceci, mais pour faire du Java. Donc, il y a le RIS Python, si je ne me trompe pas. Donc, il y en a pour la majorité des langages, et cela prouve que ces langages qui sont utilisés côté back-end, ça veut dire qu'on peut utiliser la programmation réactive aussi bien côté front-end que back-end. Donc, nous allons faire quelques exemples rapides ici pour vous montrer à quoi cela ressemble dans la pratique, tout ce que je viens de dire. Et avant de réaliser cela, je vais terminer avec la partie théorie. Une chose que vous rencontrez souvent ou que vous rencontrerez souvent lorsque vous prenez la documentation de RIJS ou que vous voulez travailler avec un opérateur, vous verrez ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Marable diagramme. Donc c'est un diagramme qui permet d'expliquer la façon dont les données sont émises sur un flux. Donc, pour quelqu'un qui comprend ce diagramme, lorsque je veux raisonner, je peux vous donner juste un diagramme sans écrire le code. Vous devez être capable de comprendre cela. Donc, le diagramme, comment se traduit ce diagramme? D'abord, vous avez le trait noir ici qui représente le flux à travers le temps. Donc, ça représente l'émission de flux dans le temps. Donc, on le représente de la gauche vers la droite avec la flèche ici pour dire que c'est le temps qu'on représente comme ça. Donc, sur la flèche, chaque rond que vous avez représente une donnée qui est mise dans le temps à un instant donné. Donc, chaque élément ici représente pour moi un élément qui est émis ou une valeur qui est mise à un instant donné dans le temps. Et lorsque vous voyez la barre ici, la barre marque la fin, c'est-à-dire la complétion du flux. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de données après une barre comme ça. Autre chose aussi, c'est qu'il y a une croix qui peut apparaître sur le diagramme et cela marque l'erreur. Et ce qu'il faut savoir aussi, lorsque vous avez un flux et qu'il y a une erreur sur le flux et que l'erreur n'est pas gérée, cela se traduit par la cassure du flux. Donc, on ne peut plus utiliser ce flux, donc c'est le flux, on ne peut plus l'utiliser. Je peux dire que le flux
Et on dit que le flux est coupé ou que le flux est gâté. On ne peut plus l'utiliser. Donc, vous ne pouvez plus écouter sur ce flux. Donc, il va falloir le recréer. Donc, d'où la gestion des erreurs est c'est importante au niveau des flux. Et lorsque vous le gérez mal, donc ça aura de l'impact sur votre application. Donc, voilà pour le diagramme. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de vous montrer à quoi tout ceci ressemble dans la pratique et passer au sujet de la session d'aujourd'hui. Et pourquoi je fais cette introduction? Comme je l'ai dit, le RIJS est une notion qui est un des prérequis pour faire du Angular jusque-là, de la programmation réactive dans Angular jusque-là, jusque ça rendait l'adoption du framework compliqué à beaucoup de personnes. Donc la solution qui a été trouvée, mais c'est pas un remplacement. J'avais parlé en détail dessus la dernière fois, vu que quelqu'un avait posé la question. Donc l'idée actuellement, c'est de faciliter l'adoption du framework en utilisant les signaux qui permettent également de faire la programmation réactive, mais sous une autre forme, et en utilisant une API qui est plus simple que RIJS. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste créer un dossier et je vais démontrer les choses que je viens de dire, du moins l'essentiel, avant de passer à la session d'aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste créer un fichier que je vais nommer index.js comme ça. On va faire un peu du JavaScript ici. Donc, je fermer ça. On fait quoi là? Ok, donc le but de ce que je vais faire ici, c'est de pratiquer, de vous faire voir un peu la façon dont les choses se font derrière, parce qu'il y a cette partie que je vais présenter, que Angular nous cache aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de faire voir RxJS indépendamment de Angular avant d'aborder Angular. De la même façon que le TypeScript a été abordé de façon isolée avant d'aborder le Angular. Donc ici, pour installer RxJS, on va juste faire npm install RxJS. Donc cela me crée juste un package.json, il m'ajoute les éléments dedans. Donc l'idée de ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons à chaque fois exécuter ce fichier. Donc on va juste faire un petit console log ici pour un début, vérifier que tout marche. Ok, on va juste faire ici RxJS. Je fais ceci. Donc on va mettre ce fichier en mode watch, de sorte que lorsqu'on fait des modifications, que ça puisse se répercuter ici. Ok. Je vais faire un truc rapidement. Ok. Donc du coup, ce que je disais tantôt, donc on peut fermer tout ceci. Déjà, côté RxJS, il y a la première façon de créer un flux, c'est d'utiliser le constructeur des observables. Donc, pour créer un observable, je peux faire juste ceci et dire que je fais new comme ça et faire hop, observable. Pourquoi il ne me permet pas de faire l'autocomplétion ici? Vérifier les choses.
Je sais pas pourquoi il me le fournit pas l'autocomplétion. J'ai pourtant RIJS qui est bien installé. OK. OK, on va aller à la mer. Alors, donc du coup, je fais un observable. Lorsque je veux créer un observable, je vais faire juste new observable comme ça. Pourquoi il me donne pas la main? Je vais l'importer manuellement. Là, je vais utiliser juste le require pour le faire. Je vais faire, ce sera un peu embêtant. Je vais faire require. OK, donc du coup, je vais importer les observables ici. Je sais pas pourquoi il me fait ceci. OK. Et donc du coup, je vais faire ici new observable. Donc en procédant de cette façon, je vais créer un nouveau flux ou un observable. Donc on voit ici qu'il me dit ici que je dois fournir l'élément permettant, représentant le subscriber. Donc nous avons vu tout à l'heure que, donc je fais ceci. Donc j'ai ici un callback qui me permet de manipuler l'observer comme je veux. C'est-à-dire la façon dont je souhaite émettre les flux ou plutôt émettre les données pour que ces données soient vues de l'extérieur par l'observer. Donc ici, je peux faire ceci, observer. Je sais pas ce qui arrive à mon éditeur de test, mais il déconne un peu avec moi. Donc, pour pouvoir émettre de nouvelles valeurs, il me suffit de faire ceci. Donc, à chaque fois que je veux mettre une nouvelle valeur, je fais nest en utilisant l'observer que j'ai ici. Et comme je disais tantôt, pour pouvoir voir les changements d'état, il faut souscrire à l'observer ici. Donc ici, il faut faire un subscribe dessus. Et dans le subscribe, je passe un objet qui représente l'observer. Et j'avais dit tout à l'heure que nous avons trois attributs que nous pouvons définir. Le premier attribut fait référence à un callback qui sera appelé à chaque fois qu'il y a l'émission d'une valeur. Donc, je peux mettre ici val comme ça pour dire que c'est mon value et dire que à chaque fois qu'il y a le value, je veux faire quelque chose donné. Donc, je peux faire ici un console log et dire que j'ai une valeur ici. Donc, quand je fais le save, on voit que j'ai la valeur 10 qui est affichée ici. Pourquoi j'ai la valeur 10 qui est affichée? Parce que en créant le flux, je dis que je veux émettre une valeur 10 à un instant donné. Donc, c'est cette valeur qui a été vue de l'extérieur par la personne qui a souscrit au flux ici. Donc, ça veut dire que si je fais pareil ici, et que je fais, par exemple, un set timeout ici, set timeout, et que je dis, par exemple, ici, que après, par exemple, 5 secondes, donc je mets 5 secondes comme ça, que je veux émettre une valeur qui sera, par exemple, la Toto. Donc, j'ai le 10 qui est mis. Après 1, 2, 3, 4, 5 secondes, j'ai la valeur Toto qui est mise et qui est vue par la personne qui souscrit sur le flux. Donc, vous pouvez émettre des valeurs comme vous voulez ici. Mais l'autre chose à savoir, c'est qu'il y a également la possibilité de faire observer. Donc, je peux faire, par exemple, un complete ici. Donc, ça veut dire que j'arrête l'émission de valeur. Mais comme nous l'avons vu sur le diagramme ici, lorsque je dis que mon flux, je complète mon flux, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'émission de valeur. Donc, pour pouvoir tester cela, en regardant ici, si je fais un save de mon code, je vois que la valeur 10 est émise. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a rien qui se passe. Malgré que après, j'ai appelé le nest ici, après 5 secondes. La raison, elle est simple, c'est parce que j'ai dit après que je ne vais plus émettre de valeur.
Donc, automatiquement, ceux qui sont à l'extérieur, ça va couper cette relation lorsque je fais le complete. Donc, même si je mets des valeurs, après, ces personnes ne pourront plus voir ça. D'où le fait que je n'ai rien ici, même si je mets la valeur 5 secondes après. Mais si ceci vous trouble, je peux l'enlever et vous verrez que le résultat sera toujours le même. Et si j'enlève ceci, on va voir que le résultat va changer. On aura les deux valeurs. Donc, le complete permet de compléter l'émission de la valeur. Et autre chose dont j'ai également parlé, j'avais parlé du error également. Donc, si je mets en commentaire cette partie et que je fais ici un niveau error, par exemple, et que je mets par exemple erreur, vous voyez que le flux casse et là, je casse même mon application. Pourquoi? J'ai une erreur qui a été mise que j'ai pas capturée ou que j'ai pas gérée. Donc, on voit que le process même s'arrête et ça fait crasher mon application. Donc, là, nous avons vu comment contrôler l'émission d'erreurs, la complétion et tout ça à partir de l'observable. Et là, c'est à la création que tout cela est géré. Mais si nous venons ici, nous avons juste à gérer le cas du nest. Donc, si nous souhaitons écouter les complétions et tout ça, on peut le faire en définissant les autres callbacks. Donc, j'avais dit qu'il y avait 3 callbacks. Le premier, c'est le nest. Le second, c'est le error. Et le dernier, c'est le complete. Donc, ça veut dire que si je fais ceci et que je fais un console.log ici et que j'affiche l'erreur, donc si je fais error ici et que je dis avant l'affichage de l'erreur que je veux faire juste mettre un test ici pour dire que une erreur s'est produite, juste pour attirer notre attention dessus. Si je fais ça, si je scrolle un peu, déjà, la première chose qu'on remarque ici, c'est que j'ai l'affichage de l'erreur et ici, mon application ne s'est pas crashée, contrairement à ce que nous avons vu avant. Donc, pour vous faire voir encore la différence, si j'enlève ce callback, ça veut dire que si je ne traite pas la complétion du flux, on voit que mon code, ça casse complètement. Donc, il y a un souci ici parce que j'ai pas capturé l'erreur. Donc, c'est une exception qui a été levée et que j'ai pas calculé et j'ai pas capturé. Donc, on voit même qu'il y a ici le report on handled error. Alors que si je ramène ceci, donc là, j'ai plus le même comportement. Donc, déjà, mon process ne crache pas et j'ai l'erreur qui est affichée et qui est gérée ici. Donc, de la même façon, on a également un dernier callback qui est le complete. Donc, le complete, c'est la complétion. Il n'y a pas d'émission de valeur lors de la complétion. Donc, c'est pourquoi ça ne prend pas de paramètres. Donc, on peut juste mettre ici console.log et dire ici on a complete. Donc, si je reviens ici, vu que j'émets l'erreur, donc du coup, ça casse le flux, il n'y a même pas de complete. Si j'arrête tout ceci, que je relance, je vois que j'ai les deux valeurs qui sont émises. Donc, du coup, ce callback sera appelé à chaque fois que les valeurs seront émises. La seule différence ici, nous n'avons pas de complétion. Donc, ça veut dire que le flux reste toujours ouvert ici. Donc, si c'est que nous avons ajouté nous avons mis par exemple un complete ici, à la fin, ça veut dire que le callback de complete sera appelé. D'où l'affichage du message que nous avons ici. Donc, si je vous fais voir le code en gros, donc ça se résume à ça. Donc, dans le subscribe, vous pouvez définir un observer et le passer au subscribe. Donc, en faisant ceci, vous avez accès à ce qu'on appelle une souscription. Donc, ici, on a accès à ce qu'on appelle une souscription comme ça. Subscription. Donc, si on vérifie, cet objet est de type subscription. Donc, je l'ai nommé ici juste pour vous montrer. Donc, je peux nommer ça comme ça, par exemple. Donc, ceci constitue une souscription. Donc, ça, c'est un élément que je peux utiliser pour désouscrire du flux plus tard, avant même que cela ne complète. Donc, je peux dire ici, on va faire un test ici. Supposons que je fasse cette timeout ici.
et que je vais faire plutôt cet intervalle. Supposons que ici, dans mon set intervalle, que je mette des valeurs chaque 1 seconde que je veux émettre une valeur. Donc, il me faut faire un nest quelque part ici. Donc, supposons que je ne complete pas mon flux et que je ne fais pas tout ça ici. Et que à chaque fois, je veux juste émettre la date actuelle. Donc, supposons que je vais faire ceci et faire un new date ici. New date comme ça. Que je vais mettre à chaque fois une valeur. Donc, je peux enlever ceci. Supposons qu'on a un flux comme ça. On va voir ce qui va se passer dans la console. À chaque fois, j'ai l'émission de la valeur qui se passe. Donc ça a son impact à côté mémoire, c'est que on dit lorsque vous souscrivez à un flux ou lorsque vous utilisez le JavaScript que vous faites add event listener, il faut s'assurer d'enlever après la souscription si vous n'en avez plus besoin. Pourquoi? Parce que cela crée ce qu'on appelle des fuites mémoire. Parce que ici, si je me mets à garder ceci comme ça et que je laisse que ce code, j'actualise par exemple la page ou que sur une page, supposons que j'actualise la page, en mémoire, il y a quand même ce code qui va continuer par s'exécuter quelque part. Même si vous ne voyez pas ceci, derrière, il y a ce code qui va continuer par s'exécuter à votre insu. Et ça, cela va créer des fuites de mémoire parce que ce code qui s'exécute, ça bouffe de la mémoire pour pouvoir s'exécuter. Donc, vous gardez du code en mémoire qui continue de s'exécuter. Et ça, petit à petit, en fonction des objets que vous manipulez, ça peut grossir en mémoire et causer des fuites de mémoire nécessitant des fois des redémarrages de votre serveur et tout. Donc, pour pouvoir désouscrire déjà à ça, on va changer un peu le code ici. Donc, supposons que j'ai ça. Mais que je veux désouscrire à cela, je ne suis plus intéressé par l'émission de valeur après 5 secondes, par exemple. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser cette souscription ici et dire que après un temps d'attente de 5 secondes, par exemple, que je vais désouscrire du flux. Donc, je peux dire ici qu'après 5 secondes, je vais désouscrire du flux. Donc, pour pouvoir faire ça, il me suffit de faire le subscription que j'ai créé. Je fais on subscribe comme ça. Donc, ça veut dire que ici, premièrement, il y avait le flux qui était là. Donc, on a souscrit dessus. Après 5 secondes, je ne veux plus écouter les changements sur le flux. Donc, je désouscris à cela en faisant un subscribe. Donc, si je ramène ma console ici et que je fais le save du code, on s'attend à ce qu'on ait 5 émissions de valeur ici et plus qu'après qu'on ait rien. Donc, on voit qu'on n'a plus rien. On a 1, 2, 3, 4, et puis on n'a plus rien. Ça veut dire que l'émission s'est faite pendant ce temps parce que déjà, pour que le premier code s'exécute, il a fallu attendre ici 1 seconde avant de l'exécuter la première fois. Ce qui fait que on n'a pas 5 valeurs ici, mais on a plutôt 4 valeurs. Donc, on voit que le fait qu'on a des souscrits du flux, donc même s'il y a des émissions de valeurs ici plus tard, vu que ça ne nous intéresse pas, donc du coup, ce code ne sera plus exécuté. Le code que nous avons mis ici ne sera plus exécuté, vu que nous ne sommes plus intéressés par les coûts de valeur. Donc ça, c'est juste pour vous présenter ce que j'ai dit en premier, les subscribe et tout. Ce qu'il faut noter dans la pratique, vous n'aurez jamais à... Dans la pratique, c'est rare que vous ayez à créer un flux de cette façon. Généralement, il y a une autre façon de créer des flux et de pouvoir les contrôler de l'extérieur en utilisant ce qu'on appelle les subjects. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans cette façon de faire, on est obligé de définir tout le code ici. Le code d'émission de valeur, on est obligé de le faire depuis l'intérieur ici. Donc, du coup, on ne contrôle plus, on n'a plus la main pour contrôler de l'extérieur l'émission des valeurs. Donc, pour pouvoir faire cela, il y a ce qu'on appelle les subjects, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais juste présenter cela rapidement sans donner la différence avec les observables et tout, vu que ce n'est pas le but de la session. Donc, un subject, ce qu'il faut savoir, c'est juste un élément comme les observables. D'ailleurs, ça hérite des observables qui se comporte à la fois comme un observable, mais à la fois comme un subscriber. Donc, il fait les deux choses à la fois. Donc, je m'explique.
Si je fais new subject comme ça, si new subject comme ça, il vient de créer un subject. Donc, on va voir dans un premier temps qui nous permet de contrôler l'émission depuis l'extérieur. Donc, en créant le subject comme ça, je peux souscrire dessus. Si je vais faire abstraction de tout ce code, je vais supprimer tout ça, vu que nous n'avons plus besoin. Euh, Déjà, nous savons que pour un observable, pour pouvoir faire fonctionner, pour pouvoir jouer le code qui se trouve ici à l'intérieur, pour que ça déclenche, il faut souscrire à cela, forcément, pour que ça déclenche, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, pour pouvoir éviter tout ce qui se passe ici, je peux soit me débarrasser de tous ces codes, de ce code. Donc, ce que je vais faire simple, je vais mettre tout ça en commentaire. Ok, j'ai mis tout ceci en commentaire. Donc, si on regarde dans la console, on s'attend à ne plus voir rien, quoi que ce soit ici. Ok, je n'ai rien qui se passe, je n'ai rien qui est exécuté jusque-là. Donc, je viens de créer un subject ici. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les subjects se comportent comme des observables, c'est-à-dire qu'on peut souscrire dessus. Donc, je peux faire un subscribe ici, subscribe dessus. Donc, le même principe s'applique ici. Donc, je peux faire comme ça et passer un nest, dire que dès que j'ai une valeur, je vais dire ici que je fais console.log de la valeur. Donc, je vais mettre ici val de point, mettre la valeur en question. Donc là, j'ai mon code qui s'exécute, je n'ai rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de valeur ici. Maintenant, la différence avec ce que nous avons vu précédemment, c'est que là, je peux contrôler l'émission de valeur depuis l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai la main depuis l'extérieur pour faire le nest ici. Donc, ça veut dire que si plus tard, je fais ceci, la valeur sera émise après. Donc, pour vous montrer que on contrôle l'émission de valeur, après, je peux faire ici, par exemple, console.log et dire ici que ça, c'est before, que ça, c'est après la souscription. Donc, si je fais ceci, on voit que le before est exécuté. J'ai la souscription qui se fait, le after, et après, j'ai l'émission de la valeur qui est capturée vu que j'ai fait un subscribe dessus ici. Donc, si plus tard, je veux encore émettre des valeurs, je peux faire tout ceci ici, comme je veux. Donc, ça, c'est la première façon de pouvoir créer des flux par vous-même et le contrôler depuis l'extérieur. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est le comportement des subjects par défaut. Le second comportement, c'est que au niveau des observables, je sais pas, je me suis dit que j'allais pas trop rentrer dans les détails, donc du coup, je vais m'arrêter là. Donc, je vais juste démontrer maintenant qu'on peut l'utiliser également pour souscrire un élément. Donc là, nous avons créé un subject. Je montre le code. Nous avons un subject qui a été créé ici et nous souscrivons au subject ici. Maintenant, ce subject, lorsqu'on fait ceci, supposons que nous n'émettons pas de valeur ici. Si je exécute ce code, nous avons juste le before et le after, mais nous n'avons pas rien qui s'exécute ici. Maintenant, ce que je disais, que les observables, les subjects peuvent se comporter également comme des subscribers. On a vu tout à l'heure qu'ils peuvent se comporter comme des observables. C'est à cause de ça qu'on a pu faire un subscribe dessus. Maintenant, le flux que nous avons précédemment ici, nous allons essayer de souscrire dessus, mais en utilisant un subject. Donc, je peux faire ceci. Plus tard, ici, je peux faire ceci, faire subscribe comme ça, et lui passer mon subject que je viens de créer. Donc, qu'est-ce que le subject va faire? Dans ce cas, il va se considérer, il va se comporter comme ce qu'on appelle un proxy. C'est-à-dire qu'il va écouter la valeur qui sera émise chaque fois ici, à travers ce flux. Il va écouter ça et il va renvoyer ça aux éléments qui le reçoivent ici. Donc, on va voir le comportement. Donc, ça veut dire que là, on s'attend à ce que la valeur émise ici soit capturée par le subject, mais lui va renvoyer ça ici. Donc, on aura val suivi de, de la valeur de la date. Donc, on va voir si ça marche ou pas.
Donc, j'ai le before et après, j'ai des vals qui sont émises à chaque fois avec les nouvelles valeurs. Donc là, c'était juste pour démontrer qu'ils se comportent comme qui peuvent se comporter à la fois comme des observables et comme des observables. Et la dernière chose importante à savoir au niveau des flux et qui fait même la différence entre les subjects et les observables et qui font leur différence, c'est le fait que pour un observable, à chaque fois que quelqu'un souscrit dessus, nouvellement, donc il a un nouveau flux dédié qui lui est créé. Donc si je reviens sur le schéma initial ici, ça veut dire que lorsque moi, je vais souscrire sur ce flux, le observer ici va souscrire sur ce flux, il aura un flux qui lui sera dédié. Donc on appelle ça l'unicast. Donc lorsque celui-ci aussi va souscrire, il aura son flux qui sera dédié. Pareil pour celui-ci. Donc ils verront des informations différentes selon le moment où ils souscrivent au flux. Donc on appelle ça des cold observables, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous souscrivez dessus, il y a le code de leur serveur qui vous est rejoué. Donc si je reviens ici, pour démontrer cela, on va faire, on va juste souscrire 2 fois sur le flux. Donc ici, je reprends mon observeur ici. Je vais d'abord fermer ceci ou l'enlever carrément. Donc on va faire un premier subscribe ici. Pour éviter de tout réécrire, je vais juste copier ça. Je vais copier ça. C'est que ça fait un peu touffu. Je vais mettre en commentaire tout ça ici pour ne pas embrouiller. Donc là, on a juste notre observer et notre subject qui est là. Donc au niveau de l'observable, lorsque je vais faire 2 subscribe ici, supposons qu'on fasse un premier subscribe ici et que je fasse un second subscribe ici. Donc je vais nommer ici val1 pour la première souscription. La deuxième souscription, je vais faire val2. Lorsque je vais faire mon save, on va voir que les deux verront des valeurs différentes. Donc si je fais ça et que j'ouvre ma console, le subscribe, est-ce que j'émets des valeurs ou pas? Ici, j'émets des valeurs, ok. J'ai le subscribe ici, j'ai mon nest. Ok, je devais juste relancer ça. Donc on voit que chaque flux a sa valeur. Donc c'est du unicast ici. Chacun a sa valeur. Il voit une valeur qui lui est dédiée. Donc, on va voir que si je change ce code et que je mets un set timeout ici, vous allez voir que les valeurs qui sont récupérées seront des valeurs différentes en fonction de... C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu souscris à ce flux, il y a ce code qui est rejoué en quelque sorte. Donc, pour démontrer cela, je peux juste mettre un console log ici. Console log comme ça et mettre ici Toto. Je vais mettre Toto ici. Et je vais juste émettre cette valeur. Au lieu de faire un set timeout, je vais faire un set timeout ici. Donc ici, l'idée, où je peux même enlever tout ceci pour expliquer au mieux ce que je dis. L'idée ici, c'est que lorsque l'utilisateur, quelqu'un va se connecter à ce flux la première fois, l'idée de ce que j'ai fait ici, c'est qu'on va voir que ce code va s'exécuter à chaque fois qu'une nouvelle personne va se connecter à ce flux. Donc là, nous avons 2 personnes qui se connectent au flux ici. Donc ça veut dire que le Toto va s'afficher 2 fois. Donc si je fais ça, on voit qu'il y a Toto qui s'est affiché, Toto qui s'est affiché encore. Parce que à chaque fois qu'on souscrit, il y a ce callback qui sera exécuté. Mais prenons le cas du subject. Lorsque je vais souscrire dessus 2 fois, donc juste en changeant ceci par subject, lorsque je vais mettre une valeur ici avec le subject plus tard, je ne sais pas si avec cet exemple, si ce serait parlant ou pas, je doute. Si je fais après subject.nest,
Ça, je sais pas comment démontrer ça pour dire que le code n'est pas joué deux fois. Oui, je sais comment démontrer ça. Supposons que je fasse ça. Je vais faire comme ça. Pour montrer que c'est du multicast, je vais faire ceci et mettre la valeur 20. Ce que j'essaie de faire ici, c'est que la première fois, je souscris au flux, je souscris au subject ici. Pendant ce moment, c'est la première souscription que je fais ici. Juste après, j'émets une valeur. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont souscrit à ce flux, vu que c'est du multicast, c'est des personnes qui ont souscrit à ce flux au moment où il y a l'émission de valeur, c'est seulement eux qui verront la valeur. Donc, vu qu'il y a seulement cette souscription, lui, il verra la valeur 10. Maintenant, vu que celui-ci souscrit plus tard, il ne verra plus cette valeur parce que c'est déjà émise. Et plus tard, lorsque je vais mettre maintenant la valeur 200, on va voir que les deux flux vont voir ça parce que avant d'émettre cette valeur, les deux flux, les deux plutôt souscripteurs ici se sont déjà inscrits. Donc ça, c'est le concept de multicast. Je vais juste réexécuter cela. Donc on voit que d'abord, nous avons 10 qui voient la première valeur, le val1 qui voit la première valeur, vu que la valeur a été mise après sa souscription. Mais la seconde souscription ici, lui ne voit pas la valeur 10 qui a été mise initialement. Mais lorsqu'on vient plus tard et qu'on émet la deuxième valeur, les deux voient la valeur ici en même temps. Donc ça, c'est le multicasting. Le multicasting, c'est que vous avez plusieurs personnes qui souscrivent à une même source au même moment, qui souscrivent au... C'est que la source émet des valeurs, la même valeur vers tous les souscripteurs en même temps. Alors qu'avec l'unicast, c'est que chacun a son flux qui lui est dédié. Donc, c'est des valeurs, chaque souscripteur a son flux qui lui est dédié. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. J'en ai parlé juste pour que vous ayez une base lorsque vous allez rencontrer les subjects, que vous ayez au moins ces différences. Maintenant, tout cela, c'est pour la culture. Nous avons parlé de l'essentiel des observables. La chose que je vais faire ici, je vais juste montrer. Je vais me débarrasser de tout ça. Je vais montrer l'aspect le plus important qui est l'utilisation des opérateurs et après cela, nous allons passer au routing. Donc, ce que nous allons faire ici, nous avons vu ici qu'on peut créer un flux en utilisant le new observable. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres façons de créer des flux. Je vais juste faire ceci. J'ai mis deux valeurs ici qu'on va utiliser pour faire un test pour que ça soit compréhensible. Donc, je fais ceci. Je garde ces deux valeurs-là. Nous avons vu que pour créer des flux, il y a différentes façons de le faire. Donc, soit vous passez par le constructeur new observable, chose que vous ferez rarement. La deuxième façon de faire, c'est que RIJS nous fournit déjà des opérateurs, ce qu'on appelle des opérateurs pour pouvoir créer des flux. Donc, l'un des opérateurs de création de flux, c'est le off. Le off, c'est que vous lui passez une certaine valeur. Donc, les valeurs que vous lui passez seront la valeur qui sera émise, et cette valeur sera émise une seule fois. Donc, il suffit ici d'importer l'opérateur en question, comme ça. Donc, si je fais ici observable.subscribe, comme nous l'avons fait, et que nous le passons ici, notre fameux nest, et qu'on dit ici qu'on reçoit une valeur, on peut faire un console log ici, console log, et dire que ça, c'est la valeur affichée. Donc, lorsque je vais faire le save de ce code, on voit que j'ai la valeur 20 qui est affichée. Donc, ici, nous avons créé un flux qui émet une seule valeur. Donc, autre façon de créer un flux, il y a un opérateur également, comme ça, from, qui vous permet également de créer un flux. Donc, le from, lui, reçoit un tableau de valeurs. Donc, ces valeurs seront émises une à une dans le temps.
Donc, lorsque je vais faire save ici, on voit que le val qui est ici reçoit d'abord la valeur 1, ensuite la valeur 2, ensuite la valeur 7, qui constitue les valeurs qui se trouvent dans ce tableau. Donc, il y a une autre façon de créer encore des flux, de créer un flux qui est d'utiliser, par exemple, intervalle comme ça, lorsque vous voulez réaliser des émissions durant le temps. Donc, je peux faire quelque chose comme ça, intervalle. Donc, intervalle, vous lui donnez juste une valeur qui représente le temps en millisecondes à émettre entre chaque valeur. Donc, si je mets comme ça, donc il va mettre une seconde et à chaque une seconde, il va émettre une valeur. Donc, par défaut, il va donner des valeurs comme ça. Mais ça, donc tel qu'on l'utilise, on peut l'utiliser, le brancher un autre flux dessus pour, par exemple, effectuer des requêtes vers un serveur après une seconde, par exemple. Donc ça, c'est pour la création des observables. Donc il y a différentes façons de faire ou d'autres opérateurs qui vous permettent de créer des flux. Mais ça, comme je le disais, c'est des choses qui sont rares que vous ferez dans la pratique parce que Angular vous donnera directement un flux comme ça que vous pouvez manipuler. Maintenant, dans la même logique, il existe également ce que j'avais appelé les opérateurs. Donc, les opérateurs, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils permettent de modifier la sortie d'un flux. Je m'explique. Ce flux permet d'émettre des valeurs 1, 28, 7, comme nous l'avons vu ici. Donc, supposons que nous voulons modifier la sortie pour que cela émette plutôt le double des valeurs qui sont ici. Donc, pour pouvoir faire cela, il nous suffit de prendre ce flux. Donc, on peut le faire tout en bas ici. Donc, je peux créer, à partir de ce flux, je peux créer un nouveau flux, par exemple, que je vais nommer, par exemple, observa2, par exemple. Donc, je prends le flux initial, comme ça. Je fais un pipe dessus. Donc, le pipe, c'est ce qui peut me permettre de connecter un flux à un opérateur donné pour créer un autre flux. Donc, il existe différents flux, différents opérateurs que vous retrouverez dans la documentation de RxJS. Donc, je vais parler de certains d'entre eux qui vous seront parlants. Donc, nous avons par exemple le map. Donc, le map, son nom, comme son nom l'indique, ça vous permet de prendre une certaine valeur et de retourner une autre valeur qui sera la valeur modifiée. Donc, si je fais ceci et que je souscris plus tard à mon flux 2 ici, je m'attends à avoir les mêmes valeurs qui sont émises ici. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement parce que je reçois la même valeur, que j'émets la même valeur. Donc, je fais le save, je vais voir ce que ça donne. Donc, ça donne ces valeurs. Maintenant, si je veux modifier ce flux pour que à la sortie, ça me retourne les doubles à chaque fois, je peux faire ceci. Je peux faire juste x2 là. Donc, on voit que là, maintenant, j'ai 2, j'ai 56, 14, 20, 6, qui sont les doubles des valeurs qui sont ici. Donc, on vient d'utiliser un opérateur ici pour modifier la sortie de ce flux. Et cela nous a permis d'avoir un nouveau flux auquel nous avons souscrit. Donc, il existe, supposons que nous voulons aller plus loin et que, après avoir fait le double, que nous souhaitons filtrer cela pour garder seulement des valeurs dans des valeurs qui sont inférieures à 10, par exemple. Donc, on peut ajouter encore un opérateur ici. Et ça traduit ce que je disais ici. C'est que vous pouvez enchaîner plusieurs opérateurs ici, comme ça. Donc, vous pouvez avoir plusieurs opérateurs que vous alignez pour faire des manipulations. Donc, les opérateurs, j'en ai cité certains ici, mais c'est des choses que vous pouvez apprendre avec le temps. Il suffit de savoir comment lire ce diagramme pour pouvoir faire des interprétations du diagramme et de savoir également comment utiliser les opérateurs, comme on le fait ici. Donc, il existe un opérateur, par exemple, filter, qui me permet de réaliser des filtres. Donc, il me suffit, là, nous avons, pour bien voir les choses, donc ici, j'ai mon map. Donc, je peux brancher ici un second opérateur. Donc, je peux mettre ici mon filtre et dire que je vais prendre des valeurs seulement lorsque ces valeurs sont inférieures à 10. Donc, si je fais le save, donc on voit que le résultat ici n'est plus le même. Pourquoi? Parce que nous avons fait des multiplications par 2 et à la fin, ça nous donnait 2,
40, 56, 14 et tout ça. Donc, vu qu'on veut garder les valeurs qui sont inférieures à 10, donc il nous retourne juste les valeurs dont le double ici, après cette opération, nous donne la valeur 2. Donc, on aurait pu changer ça, ce que ci, et faire aussi comme ça. Donc, il va nous retourner ce dont les valeurs sont supérieures à 10. Donc, on peut également utiliser un opérateur. Donc, il y a plein d'opérateurs, comme je le dis. Il y a par exemple le take, qui nous permet de récupérer un certain nombre de valeurs seulement. Donc, je peux dire que surtout le flux, je veux garder juste deux valeurs, les deux premières valeurs. Donc, il me suffit de faire ceci. Deux comme ça. Donc, on va voir qu'il nous donne juste les deux dernières valeurs. Et si j'enlève ceci, également, on va voir que cet opérateur ne sera plus pris en compte. Donc, ça veut dire que je fais d'abord la multiplication par 2 et ensuite, je garde juste les deux premières valeurs. Donc, je m'attends à voir 2 et 56 si je ne me trompe pas. Donc, j'ai les 2 et les 56. Donc, on peut ainsi utiliser différents opérateurs. On peut faire le skip et dire que je veux ignorer, par exemple, un certain nombre de valeurs avant de prendre des valeurs qui vont arriver à la suite. Donc, si je mets, par exemple, ceci, je mets en commentaire tout ça et que je dis que je vais faire un skip ici, par défaut, si j'exécute ce code dans un premier temps, je ne sais pas si ça va s'exécuter, vu que je ne modifie pas le flux, donc j'ai 1, 2, 7, tout ça. Donc, supposons que je veux garder, je veux ignorer les trois premières valeurs ici. Donc, il me suffit de faire skip ici et de dire 3. Il dit quoi ici? J'ai fait une erreur en écrivant erreur de syntaxe. Ok, donc je vais mettre skip 3 ici. Donc, on voit qu'il a ignoré toutes ces valeurs et il a juste gardé les deux dernières valeurs. Donc, voilà, de façon générale, ce que j'avais à partager avec vous sur la programmation, l'initiation à la programmation réactive avec RxJS. Donc, pour résumer, nous avons parlé d'Observable. Donc, je reviens ici. Nous avons parlé d'Observable. Nous avons vu le concept derrière. Donc, si vous comprenez cela, c'est l'essentiel. Nous avons vu la notion d'Observable, d'Observer, la notion de pipe et d'opérateur. Nous avons également vu un peu à quoi ressemble le diagramme, ce que veut dire la complétion, ce que veut dire l'erreur, l'émission de valeur. Nous avons également vu quelques opérateurs, mais j'ai pas voulu m'attarder sur tout ça, donc j'ai donné juste quelques-uns. Vous pouvez après consulter la documentation officielle de RxJS pour voir les opérateurs qui existent. Donc il existe une centaine si je me trompe pas. Donc du coup, tout ça, c'est des opérateurs qui sont classés en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, il y a des opérateurs de création, des opérateurs de jointure, etc. Donc, vous pouvez regarder après pour découvrir par vous-même. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou si vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cela avant qu'on ne switch sur la partie routing. Ok, faites-moi un petit OK ou un petit pouce que je sache au moins que vous êtes là. Ok, donc c'est bon, je peux continuer. Ok, donc sur ce, je peux juste fermer ceci. Donc l'idée de ce que j'ai fait, c'était juste pour vous présenter un peu le RxJS pour que lorsque vous tombez dessus, que vous puissiez comprendre cela facilement. Parce que dans un code Angular, il se peut que vous tombez sur des choses comme ça. Donc que ça soit pas nouveau pour vous, que lorsqu'on va en parler, lorsqu'on va parler des formulaires et tout, que ça soit pas bizarre pour vous, quoi. Ok, donc si on revient à la présentation ou à ce qu'on a prévu faire aujourd'hui. Donc, l'idée de la session d'aujourd'hui, c'était de parler du routing et du routage de façon générale. Ok, environ 30 minutes. Ok. Donc, du coup, c'est quoi le routing? Donc, lorsque nous avons des applications qui sont des single page applications, donc on dit single page application, c'est-à-dire que vous avez tout qui se fait dans une seule page où
Vous n'avez pas à recharger votre page à chaque fois. Donc, il va falloir trouver une solution pour pouvoir quand même naviguer d'une page à une autre, pour simuler un peu les applications que nous connaissons nativement, qui font à chaque fois des rechargements de pages. Et de pouvoir, par exemple, partager des liens avec des personnes pour pouvoir accéder à des URL données. Donc, c'est dans ce sens que nous avons besoin du routing. Et le routing, dans la pratique, c'est juste de définir une configuration qui permet de mapper un composant sur une route donnée, c'est-à-dire une URL donnée. Donc, à quoi ressemble le routing ou la configuration de routing? Ça ressemble à ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit juste de mapper une URL qu'on appelle path sur un composant donné. Donc ici, rien de spécial. Donc, on voit ici que nous définissons ce qu'on appelle des routes. Donc, avant de pouvoir faire le routage, il va falloir définir quelque part la configuration de la route. Donc, Angular nous fournit les routes de cette façon. Donc, une route a certaines propriétés dont les essentiels ou les requis sont le path, qui constitue le chemin qui sera affiché à l'utilisateur. C'est-à-dire que si je suis sur localhost 4200, donc ce chemin va correspondre à localhost 4200/blog. Donc si le chemin est localhost 4200, donc ce sera localhost 4200/portfolio. Donc à chacun de ces chemins va correspondre un composant que nous allons définir. Donc il suffit d'indiquer ici component pour que le composant ici soit accessible lorsqu'on va taper l'URL comme ça. Donc Angular nous permet également de définir, de réaliser des redirections de route. Donc en définissant ceci, ça veut dire que lorsque l'utilisateur va venir à la racine de notre site, il sera redirigé sur la racine /portfolio dans ce cas. Et le path match, c'est juste pour dire que lorsque l'URL va correspondre exactement à ça. Sinon, Angular va considérer comme c'est un préfixe. Donc, on a également la possibilité d'utiliser les doubles astérisques pour définir des routes non trouvées, c'est-à-dire une page K104 par exemple. Et tout cela, après avoir défini cette configuration, il faut trouver un moyen de le passer en Angular. Et pour passer la configuration en Angular, on passe par le fichier de configuration en utilisant ce provider. Donc, il s'agit en quelque sorte comme nous l'avons vu la dernière fois, donc il s'agit d'un service. Donc, tout ce qui est providers, c'est des services. Donc, on configure le service de routing de cette façon. Donc, vous prenez la configuration, vous lui passez ça en utilisant le provider routing. Donc ça, après avoir défini la configuration, il va falloir trouver un moyen maintenant d'afficher les URL sur la page et tout. Donc, nous rentrons dans la deuxième partie qui est la mise en place des liens. Donc, il va falloir définir des A, dire que ce A avec ce href, par exemple, ça correspond à tel lien et tout. Donc, pour pouvoir faire cela, on utilise ce qu'on appelle le routalink. Donc, nous avons la configuration qui est définie ici. Donc, ensuite, on fait juste routalink, et on lui fait correspondre la route en question. Donc, en procédant de cette façon, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien ici, donc il va atterrir sur notre page blog qui va correspondre au composant blog component. Donc, autre chose aussi, au niveau d'Angular, vu que c'est des single page applications, donc tout se passe au sein d'une seule page. Il va falloir définir un endroit où les composants vont venir se loger. Donc, pour définir cela, on utilise le router outlet pour pouvoir le faire. Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes ou dans les pratiques que nous avons réalisées jusque-là, lorsque vous utilisez des éléments comme ça, c'est des directives en fait que vous utilisez. Donc, en utilisant des directives ou des composants de cette façon, il va falloir l'ajouter aux imports du composant pour que le composant sache que routalink, ça existe et que ça correspond à une chose. Donc ça, c'est la dernière partie qui consiste à ajouter juste les routers link ou les routers outlets, c'est-à-dire les directives ou les composants dédiés à l'affichage des éléments. Il faut les ajouter au niveau de votre composant pour que Angular puisse savoir que lorsque je rencontre router outlet, que ça correspond à quelque chose. Donc, autre chose aussi à savoir, c'est que il est possible de définir des routes dynamiques. Les routes dynamiques, c'est quoi? Supposons que j'ai une liste d'utilisateurs
ou une liste de posts sur un blog, par exemple, et que je souhaite à chaque fois que je tape post slash l'ID du post, que ça me donne accès à un post en question. Donc, pour pouvoir définir cela, les routes dynamiques ou les dynamiques path, il suffit de précéder le chemin ou l'élément représentant le routa path du routeur, l'élément représentant ce qu'on appelle le routa paramètre. Donc, il suffit de le précéder de 2 points comme ça. Donc, en procédant de cette façon, ça veut dire que les routes qui seront possibles à écrire après pourront ressembler à ceci. Donc, lorsque je vais faire slash post, slash A2, tout ça, donc ça veut dire que Angular va me permettre de récupérer ce post ID qui a le routa paramètre qui va correspondre à cette valeur. Donc après, lorsque je vais faire écrire ceci, donc Angular va me permettre quand même de toujours récupérer mon post ID qui va correspondre toujours à la valeur ici. Et il va me permettre également de récupérer des carry paramètres qui vont représenter tout ce qui vient après le point d'interrogation que nous avons ici. Donc voilà, de façon résumée, le système de routage de Angular. Et Angular nous fournit également une façon de pouvoir récupérer ces données plus tard. Donc les routes à paramètres. Donc c'est de cette façon qu'on le fait. Donc pour pouvoir pratiquer, regarder un peu tout cela par la pratique, nous allons faire un petit exercice ensemble avant de revenir sur la récupération des routes à paramètres. Donc on va prendre comme exercice notre projet fil rouge et on va créer des composants et réaliser des mappings dessus. Donc, je vais reprendre ici notre projet fil rouge ici. Donc, vous verrez que c'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de le faire une fois ou 2 fois pour que vous arriviez à vous habituer à cela. GDG, là, la training. Ok. Donc, si nous reprenons notre projet fil rouge, là où nous l'avons laissé la dernière fois, si je fais ici npm run start, que nous prenons ici le localhost. Ok, donc ce que nous avons fait la dernière fois, c'était de mettre en place les éléments pour nous permettre de réaliser la suppression et tout ça. Donc l'idée de ce que nous allons faire actuellement, c'est de pouvoir, donc déjà on va se référer à ce qui est écrit ici, on dit de créer 2 composants, contact list page et edit contact page, et de mettre en place le routing. Donc on va commencer par créer ces 2 composants. J'ouvre un nouvel élément ici, une nouvelle console. Donc déjà, je vais créer les 2 composants ici. Nous avons vu la dernière fois que nous avons le système, le pattern de domain smart components. Donc si on se réfère à cela, ici j'ai déjà ma fonctionnalité, mais je vais créer le point de début, je vais juste créer les composants à la racine. Donc sans les placer dans un dossier, après on verra quoi. Donc ici, j'ai mon contact list page et mon edit contact page. Ok, donc je vais créer les 2. Je fais ng generate contact list page. Donc je fais contact list page comme ça. Je vais écrire components, ng generate component comme ça. Ok, ça m'a créé un premier composant. Donc, je vais faire pareil pour créer un second composant. On avait dit contact details page.
Donc, nous avons nos deux composants qui sont créés. Donc, la suite, pour la suite, on nous dit, c'est contact list page et contact edit page. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Contact list page et contact list page et edit contact page. OK. Donc, du coup, ici, c'est pas contact list page et contact. Donc, du coup, je vais supprimer ça. Contact list page et edit contact page. OK. Edit contact page. Edit contact page. OK. Donc, j'ai les deux éléments qui sont là. Donc, on nous dit ensuite mettre en place la configuration de routine de sorte que lorsqu'on accède à l'application, nous soyons redirigés par défaut vers localhost / contact. OK. Donc, le / contact, je suppose que ça représente le contact list page, c'est-à-dire la page que nous avons par défaut aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer par mettre en place le système de routing. Donc, pour pouvoir trouver la configuration, nous l'avons vu au tout premier, à la première session, que ça se trouve dans app config. Donc, on doit trouver un app config quelque part ici. App config, donc il est là. Donc, lorsque vous créez un projet Angular, vous avez la possibilité de dire, on vous pose certaines questions au début pour demander est-ce que vous voulez vous voulez supporter dans votre application le routing ou pas. Donc, lorsque vous dites oui, donc il y a cette configuration qui vous sera mise en place par défaut, mais sans contenir aucune configuration de route. Donc, raison pour laquelle nous avons ceci par défaut. Mais au cas où vous n'avez pas spécifié ça au début de l'application, donc vous pouvez juste ajouter dans le provide routa comme ça et lui passer les configurations de routage, comme c'est le cas ici. Donc, si on regarde le route ici, donc on voit que pour le moment, ça ne contient rien. Donc, on n'a pas de configuration en place. Donc, l'idée, c'est de mettre en place cela par nous-mêmes. Donc, on va mettre ici le pack qui va nous permettre de définir le chemin d'accès. Donc, nous avons vu tout à l'heure que le premier chemin d'accès, c'est contact avec S. Donc, on va juste mettre ici contact comme ça avec S. Contact, que ça va correspondre à un composant donné. Donc, on va dire ici components et le faire correspondre à un composant donné. Donc, on nous dit ici, lorsque nous arrivons sur la page, lorsqu'on accède à l'application, soyez redirigé sur contact. Lorsque nous naviguons vers / contact, le composant contact list page est affiché. Donc, ça veut dire que le composant contact list page que nous venons de créer tout à l'heure, nous allons le mapper sur cette route. Donc, pour ce faire, on va juste mettre son nom ici, contact list page component comme ça. Donc, on vient de faire ça. On fait le save. On va retourner dans notre application. On va voir si on a le résultat. Si je fais ceci déjà, si je fais ça, est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien. Je refais, on n'a rien. On vérifie si on a une erreur. Nous n'avons rien. La raison, elle est simple, c'est parce que nous n'avons pas encore terminé la mise en place de notre routage. Là, nous avons juste fait la configuration. Nous avons vu que après avoir réalisé la configuration, il faut définir quelque part où les composants viendront se loger. Donc, du coup, ce que nous allons faire, nous allons aller au niveau de notre app component qui représente notre composant route ici. Donc, on vient au niveau de notre fameux app component ici. Et là, il nous faut définir quelque part où nous voulons greffer nos éléments. Donc, du coup, ici, je vais juste, pour pouvoir greffer ou pour pouvoir dire en Angular que les composants viendront se loger quelque part, on utilise le router outlet.
Donc, il y a routa outlet qui nous permet de faire cela. Donc, il faut faire quelque chose comme ça. Routa-outlet. Donc, il sert de placeholder où les éléments viendront se greffer. Je vais juste le faire comme ça. Mais Angular me dit qu'il ne reconnaît pas cette balise. Donc, pour pouvoir le faire reconnaître par le composant, on doit le définir au niveau des imports. Donc, je vais l'ajouter ici. Donc, je vais mettre ici routa outlet. Donc, si je fais ceci, je vois déjà que le message d'erreur disparaît. Et si on regarde un peu la page maintenant, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'affiche ici. Même si ça s'affiche en petit, si on zoome un peu, on voit qu'il y a un composant qui est venu se loger ici, qui est contact list page, lorsqu'on essaie d'accéder à cette page. Et pour pouvoir démontrer cela, donc on voit ici, si je mets par exemple tout ça, c'est le contenu qui existait déjà sur la page, tout ça, ce qui est ici. Donc tout ça, ça existait déjà sur notre page, qui représente pour nous la liste ici. Donc on voit que c'est en dessous de cette page que l'élément là vient se greffer. Donc pareil, si nous revenons maintenant ici, on va aller progressivement. Donc on nous dit lorsqu'on tape, lorsqu'on accède directement, lorsqu'on accède à l'application, qu'on soit redirigé sur /contact. Mais lorsque je sais d'accéder à l'application directement, on est redirigé nulle part. Mais l'idée, c'est qu'on soit redirigé sur /contact. Donc pour pouvoir faire cela, il faut configurer cela. Donc pour pouvoir faire cela, on va aller encore une fois au niveau de la configuration de routine. Donc ici, nous allons définir une nouvelle route que nous allons nommer path comme ça. Et on va dire que ça, c'est la route par défaut. Donc, une particularité de cette route, c'est que nous voulons faire une redirection. Donc, on va faire redirect to et préciser l'URL ou le chemin sur lequel nous souhaitons faire la redirection. Donc, on va dire qu'on va rediriger sur /contacts. Et lorsqu'on va faire la redirection, ça veut dire qu'arrivé ici, il va trouver le composant adéquat, donc nous afficher cet élément. Une dernière chose à juste ajouter ici, c'est le path match comme ça, de dire que c'est de type full. Ça, c'est une particularité pour dire juste que je veux que la route match exactement avec ceci. Donc ça, c'est une particularité des routes par défaut de cette façon. Si vous ne précisez pas ça, Angular va considérer ceci comme un préfixe. Donc on fait le save. Je viens là. Je tape localhost, je fais entrer. On voit qu'on est redirigé sur les contacts. Donc jusque-là, la configuration est bonne. On nous dit ensuite, en cliquant sur le bouton Edit, parce que là, nous sommes dans un cas de configuration. C'est pas de mettre tout en place, mais on va suivre ce qui nous est proposé dans l'exercice. Donc, on nous dit, en cliquant sur le bouton Edit d'un composant dans la liste, nous sommes redirigés vers une URL qui est semblable à localhost /contact/edit/l'ID de l'utilisateur. Donc déjà, pour pouvoir rendre ce path accessible, il va falloir le déclarer. Donc je reviens ici. Donc je vais remettre en place un nouveau path encore ici. Donc je vais dire ici que j'aurai un path qui sera contact comme ça / voilà ce qui nous a été demandé. Donc on a /edit/ le nom de l'ID de l'utilisateur. Donc on va faire /ID edit comme ça /l'ID de l'utilisateur. Maintenant l'idée de ce que nous souhaitons faire, c'est de rendre ceci dynamique de sorte que nous puissions plus tard récupérer l'ID du contact. Donc ce que nous allons faire, on aurait pu faire comme ça. Contact ID comme ça. On aurait pu écrire comme quelque chose comme ça. Mais si on procède de cette façon, ça veut dire qu'ici, nous avons une route qui est statique. Mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de dynamique pour qu'à chaque fois qu'il y a l'ID qui change ou qu'on clique sur un utilisateur
dont l'ID est égal à 1, que cette valeur soit remplacée par 1 comme ça. Lorsqu'on va cliquer sur un contact dont l'ID est égal à 20, qu'on ait quelque chose comme ça, etc. Donc, pour pouvoir dire que cette partie est dynamique, d'abord, on écrit le nom de la variable qui va nous servir de récupération des routa paramètres. Ensuite, il suffit de préfixer ceci de 2 points comme ça. Donc, en faisant ceci, on vient de définir une route dynamique dont cette partie sera dynamique. Maintenant, il va falloir nous préciser ici le composant sur lequel on souhaite pointer cette route. Et le composant en question, c'est edit contact page. Donc, on va faire ici edit contact page component. Donc, en procédant de cette façon, on rend maintenant cette route possible. C'est-à-dire qu'on peut maintenant taper localhost /edit /contact ID dans notre navigateur et la route sera accessible. Donc, on va tester cela déjà. Donc, si je reviens dans mon navigateur ici et que je fais /edit, par exemple, et que je fais quelque chose, on s'attend à ce que lorsque je vais taper, je vais faire entrer, je m'attends à ce que ici, que j'ai le composant edit contact page qui me soit affiché ici. Donc, jusque-là, c'est le routing que nous mettons en place et nous avons dit que c'est ici que nous avons mis routa outlet, c'est-à-dire que c'est ici que les éléments viendront se loger. Même si ça ne répond pas à ce que nous voulons pour le moment, vu que c'est ici que nous avons mis le routa outlet, c'est ici que les éléments viendront se greffer. Donc, lorsque je fais entrer, donc on voit que j'ai edit contact page qui s'affiche ici. Donc, ça veut dire que le composant en question vient se loger là. OK, maintenant on nous demande dans l'exercice ici, la target de ce qu'on nous demande de faire, c'est de faire en sorte que lorsqu'on clique sur un élément dans le tableau, qu'on soit redirigé sur le bon ID. Donc, on va voir comment réaliser cela. Dans la présentation tout à l'heure, nous avons vu qu'il y a 3 choses à faire. Déjà, la configuration qui est mise en place. Nous avons mis là où l'élément viendra se loger. Ça, c'est le routa outlet que nous avons mis ici. Maintenant, le dernier élément, vu que l'utilisateur va cliquer sur quelque chose pour faire l'action, il va falloir, dans ce cas, définir les URL sur lesquelles l'utilisateur va cliquer. Donc, il faut que ces URL soient dynamiques. Donc, nous savons que l'élément qui nous permet d'afficher ce tableau, qui est ici, c'est notre fameux table que nous avons créé la dernière fois. Donc, on va juste aller ici, chercher l'élément en question. Donc, il s'agit de cet élément. Donc, je vais au niveau de l'élément en question. Nous avons vu précédemment, si je reviens là, que nous avons une boucle ici qui nous permet de mettre en place tout ça. Donc, l'idée, maintenant, c'est que au lieu de... Déjà, je reviens là, il y a une chose qu'on n'avait pas fait la dernière fois, donc le edit, on n'avait pas pris ça en compte. Donc, on va le prendre en compte actuellement. J'ai le delete qui est là, j'ai le edit qui est là. Donc, l'idée, actuellement, c'est que je vais remplacer ceci. Je vais mettre un lien ici, de sorte que lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, que ça le redirige sur le bon lien. Donc, nous avons vu tout à l'heure que pour pouvoir créer des liens, on utilise des routa links comme ça. Et là, il va falloir lui passer une certaine configuration. Donc, lorsque je vais faire, par exemple, ici, lorsque je vais écrire slash qui représente la racine, que je vais faire slash contact comme ça, avec S, slash toto, ça veut dire que à chaque fois que l'utilisateur, je vais faire plutôt slash edit, slash toto, ça veut dire que à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur un bouton edit d'un contact, ça va rediriger sur slash edit, slash toto. Donc, on va tester cela avant de le rendre dynamique. Donc, je reviens là. Je clique ici sur Edit. Je n'ai pas le résultat escompté. J'actualise la page, je fais Edit.
Je n'ai pas le résultat escompté. Pour le moment, je ne sais pas pourquoi. Je vais voir s'il y a une erreur. Ça, c'est le réflexe toujours lorsque vous travaillez. Vous faites quelque chose qui ne marche pas. Il faut avoir le réflexe de voir pourquoi ça ne marche pas. J'ai rien ici. OK, je viens là. J'ai mon router hotlink qui est /contact et tout ceci. J'avais dit une chose importante au début, que lorsque vous travaillez, il faut vous assurer de toujours importer les éléments. Dans ce cas, il s'agit d'une directive. Et vu que nous ne l'avons pas importé au niveau du composant, c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Mais nous n'avons pas d'erreur parce que ça s'apparente à un attribut. C'est pourquoi nous n'avons pas d'erreur. Donc, je vais juste ajouter dans mon import ici le router link. Donc, je fais un save. Je retourne là. Je peux fermer ça. Je fais edit. On voit que le lien, cette fois-ci, ça a changé. Mais lorsque je clique ailleurs, j'ai toujours le même lien qui est le /toto. Mais c'est pas ce que nous voulons. L'idée, c'est de rendre ça dynamique. Et pour pouvoir rendre cela dynamique, vu que c'est un attribut, nous avons vu comment utiliser le attribut binding. Donc, il nous suffit de faire ceci dans un premier temps, ce qui rend l'attribut dynamique. Maintenant, en rendant l'attribut dynamique, nous avons vu que tout ce qui est à l'intérieur ici sera évalué et c'est son résultat qui va nous retourner la bonne valeur qui sera passée finalement à l'attribut J. Donc, on va transformer dans un premier temps tout ceci en une chaîne de caractères, ce qui fait disparaître l'erreur. Mais en faisant ça, jusque-là, nous n'avons rien fait. Donc, si on revient ici et qu'on reclique, si je vais ailleurs, supposons que je vais sur Contacts et que je clique là, l'URL change, j'ai l'élément qui est là, mais juste que c'est pas dynamique. Donc, on va rendre cela dynamique maintenant. Et pour pouvoir faire cela, il nous suffit de remplacer le toto ici par la valeur de l'ID. Or, l'ID, nous avons déjà accès à ça dans ce scope du ND4 ici, en utilisant contact.id. Donc, il suffit de récupérer ceci et de faire un plus ici, vu que c'est le contenu qui sera évalué pour nous donner le résultat final. Donc, lorsque je fais save, que je retourne là, lorsque je navigue ici, donc je vois qu'il y a l'URL qui change, je navigue là, j'ai l'URL qui change, je navigue là, j'ai l'URL qui change. Donc, on vient de mettre en place nos routes dynamiques de cette façon. Et à chaque fois que l'utilisateur clique ici, il y a un changement qui s'effectue. Jusque-là, ça va ou pas? Ou si vous avez des questions ou pas? OK. OK. Donc, du coup, c'est bon. OK. Donc, je peux continuer. Donc là, nous avons mis en place la route dynamique pour pouvoir changer, de sorte que l'URL change selon qu'on clique sur un élément et tout. Maintenant, on dit utiliser le composant. On dit en cliquant sur le bouton Edit d'un composant dans la liste, nous sommes redirigés vers l'URL semblable à ceci et le composant Edit Contact Page est affiché, présentant les informations du contact sur lequel le bouton Edit a été cliqué. OK? Donc, ça veut dire que déjà, le contenu de cette page, nous devons le dégager maintenant et rendre les choses vraiment propres. Donc, du coup, si je reviens là, je peux commencer par fermer ces éléments. Donc, on va revenir sur notre composant app depuis le début et faire les choses de la bonne façon cette fois-ci. Donc, l'idée, la première chose à faire, c'est qu'on doit dégager ces éléments quelque part. Donc, même si cela ne nous a pas été précisé dans l'exercice, je vais voir si on nous a dit de créer un liste. OK, ça n'a pas été dit ici de façon explicite. On a le composant contact list page ici. OK, donc ce que nous allons faire, nous allons rapatrier les éléments que nous avons ici. Nous allons prendre tout ça et nous allons les rapatrier au niveau de contact list page. Donc, je fais ceci. Ça, c'est juste un déplacement. Je copie tout ça. Je laisse juste le router outlet. Donc, je viens ici.
Je prends ma partie template, qui est le HTML, je mets tout ici. Ça, c'est la première chose que j'ai fait. Il y a beaucoup d'erreurs. Donc, on va essayer d'aller progressivement. Je reviens encore au niveau de mon App Components. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois prendre tous les éléments de mon import ici et les ramener de l'autre côté. Donc, je déplace tout ça. Je les ramène dans la partie TS de ce composant. Donc, je viens là, je ramène tout ça ici. Il m'a fait mettre les imports. Donc, je fais l'auto-import des éléments. OK, je regarde dans ma partie HTML, j'ai une partie des erreurs qui ont disparu. Il me dit là que les callbacks n'existent pas. Donc, je reviens encore au niveau de App Components. Donc, là, on fait en quelque sorte un refactoring. Donc, je vais copier les callbacks que j'ai ici. Tout ça. Je les ramène ici. Je mets les callbacks là. Il me parle d'éléments qui n'existent pas. OK, c'est bon. Donc, je reviens là. Il y a des attributs à déplacer. Donc, je déplace ces éléments. Je les ramène là. Oui, ici. J'ai des imports à faire. Je fais l'import. Contact list. J'ai le service qui manque. Donc, je viens là. Je déplace le service également. Je place le service ici. Il me dit qu'il ne connaît pas le inject. On lui donne le inject. Le contact service, il faut l'importer. OK, là, j'ai plus d'erreur là. Je fais un save déjà de cette partie. Je regarde la partie HTML. J'ai pas d'erreur ici. Je fais un save également de cette partie. Jusque-là, on n'a rien fait d'extra. Je vais faire un petit clean des éléments non utilisés ici. Donc, le code, les imports dont j'ai plus besoin. J'enlève tout ça. J'enlève le get. Je fais un save. J'ai mon router outlet qui est là. Donc, c'est là où les composants vont venir s'afficher. J'ai mon constructeur ici qui me fait, OK, ça contient quelque chose. Donc, du coup, je vais déplacer ce code dans le constructeur de mon contact ici. OK, donc je vais faire simple. Je vais copier tout le constructeur en même temps. Ou le couper, vu que ça n'a plus sa place ici. Jusque-là, ça va. On n'a pas d'erreur. Là, c'est juste un déplacement que nous avons fait. Donc, j'avais également dit que lorsque vous faites ces genres de déplacements, c'est conseillé d'annuler la compilation et de reprendre. Parce qu'il se peut que vous ayez des erreurs que vous ne voyez pas. Donc là, c'est pour s'assurer que je n'ai rien cassé, que je refais ça. Donc, si l'application arrive à redémarrer, c'est que c'est bon. Donc, du coup, je reviens là. Lorsque je viens sur l'application, on me dit que je serai redirigé sur /contact. Donc là, j'ai bien le résultat escompté. Lorsque je vais cliquer sur Edit, je suis redirigé sur la bonne page maintenant. Donc tout fonctionne comme escompté. Il nous reste juste maintenant à afficher ici, pour le moment, les détails de l'utilisateur sur lequel nous avons cliqué. Donc pour pouvoir faire cela, ça, nous ne savons pas le faire à ce stade. Donc ce que nous allons faire, nous allons retourner sur le slide et voir comment le faire. Jusque-là, c'est bon? Ou vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez faire des pouces et là, je continue. On va voir comment récupérer la donnée. OK, cool. Donc, du coup, nous allons continuer. Donc, nous avons fait tout ceci ensemble. Si je reviens sur cette partie. Donc, l'idée de ce que nous allons faire maintenant, c'est de récupérer les informations se trouvant sur la route. Donc, pour pouvoir récupérer les informations se trouvant sur la route, on utilise ce qu'on appelle le Activated Route. Donc ça, c'est un service qu'on injecte et qui va nous permettre de récupérer toutes les informations sur la route qui est activée. Donc la route activée,
C'est la route qui est visible ou la route qui permet l'affichage à l'utilisateur actuellement. Donc, c'est ce qui est visible actuellement à l'utilisateur. Donc, dans notre cas, si je prends l'exemple que nous avons ici, ça veut dire que notre route active, c'est la route, c'est tout ce qui vient ici. Donc, avec le Activated Route, on peut récupérer des informations concernant cette route. Donc, au cas où nous avons des données dynamiques à récupérer, comme le cas de l'ID ici, donc on passe par le Activated Route. Le Activated Route de cette façon. Donc, ce que je disais tout à l'heure et la raison pour laquelle j'ai fait la présentation, je pense que vous le savez maintenant, la présentation de tout à l'heure, c'est parce qu'on risquait de tomber sur une chose comme ça. Donc ça, lorsque vous voulez récupérer les données de façon réactive, de sorte que à chaque fois que la route change, que vous puissiez récupérer les valeurs de façon dynamique, donc on utilise les paramètres de cette façon, donc le Activated Route directement. Et la façon simple de le faire sans passer par sans utiliser le côté réactif, mais qui a ses défauts, c'est de l'utiliser les snapshots comme ça. Donc le snapshot, c'est une photo de la route à un instant T. Donc ça vous donne juste la donnée en cet instant donné. Mais lorsque ça change de façon dynamique, vous n'aurez plus la valeur. Donc c'est conseillé d'utiliser la méthode réactive qui va marcher dans tous les cas. Donc nous allons voir comment réaliser cela. Donc il nous suffit d'injecter notre Activated Route qui va nous donner accès aux informations de la route et de faire le params. Ça nous permet de récupérer les paramètres, les routes paramètres, c'est-à-dire les paramètres dynamiques, comme le contact ID dans notre cas. Donc, au cas où vous voulez récupérer des queries paramètres, c'est-à-dire les éléments qui viennent dans l'URL après le point d'interrogation, donc vous pouvez utiliser cette façon de faire. Donc, nous, c'est cette façon de faire qui nous concerne. Donc, on va faire cela. Et si on arrive à faire cela, on peut également faire cela, parce que ça, c'est pas du réactif, mais c'est du code synchrone qu'on peut écrire facilement sans faire de subscribe ou quoi que ce soit. Donc, du coup, nous allons voir comment réaliser cela. Donc, ici, nous voulons récupérer les données au niveau de la page de détail de l'utilisateur. Donc, si on regarde notre configuration, ici, nous avons déjà réalisé le mapping. Donc, tout marche bien. Donc, le travail que nous souhaitons faire maintenant, c'est au niveau de ce composant. Donc, on va aller au niveau de ce composant. Actuellement, si on regarde le contenu de ce composant, il affiche juste ça. Donc, l'idée de ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons juste afficher l'ID de son ID. Donc, on va mettre une semdiv ici. Donc, on va afficher l'ID et on s'attend à avoir l'ID de l'utilisateur qui soit ici. Donc, le contact ID qui soit affiché là. Donc, on souhaite, dans un premier temps, on va juste se limiter à ça, afficher l'ID que nous récupérons et nous allons nous arrêter là. Donc, dans la prochaine session, nous allons utiliser cet ID pour récupérer les données, pouvoir faire la modification lorsque nous allons apprendre à utiliser les formulaires. Donc, pour pouvoir réaliser ceci, il nous faut récupérer les données dans l'URL. Et nous avons vu que pour pouvoir faire cela, on vient au niveau de notre composant. Donc, on va d'abord injecter la route active. Donc, il s'agit d'un service. Donc, on va faire inject. On récupère le inject au niveau de Angular Core. Et on va dire ici, on veut le activated route comme ça. Donc, ceci nous donne accès aux informations de route. Donc, en fonction de ce que nous souhaitons faire, donc on peut dire ici que ça, je peux soit le mettre dans un constructeur, donc je peux faire ceci, ou le faire directement sans passer par le constructeur. Donc, du coup, ici, ce qu'il nous va falloir faire, c'est de faire un 10.route comme ça. Donc, nous avons dit ici que la route, vous verrez ici que vous avez plusieurs paramètres ici, plusieurs attributs qui vous permettent de récupérer des informations sur la route.
Donc, vous pouvez accéder au composant en question qui est sur la route. Vous pouvez passer des données statiques à la route ou des données dynamiques. Donc, vous pouvez récupérer cela en utilisant le data, par exemple. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans un premier temps, c'est juste les données de la route. Donc, pour pouvoir récupérer les routes paramètres, on fait params comme ça. Donc, sur ceci, nous pouvons souscrire. Donc, on fait un subscribe ici. Et là, nous avons accès à une donnée que nous pouvons manipuler, qui représente les données de la route. Donc, ça veut dire que tout ce qui est ici, donc si je fais params, par exemple, ici, donc ça va, on va voir ce que ça donne dans la console. Donc, ça représente un objet qui contient toutes les informations de la route. Donc, ici, ça fait params, comme ça. Donc, je vais juste faire ceci. Donc, on va dire ici routes params comme ça. Ça, c'est un. La deuxième chose que je disais qui est très importante, c'est la désouscription. Au niveau, lorsque vous faites subscribe, ça doit s'accompagner toujours par un unsubscribe. Maintenant, depuis la version 16 d'Angular, Angular nous fournit une façon de le faire simple, qui est de passer par le destroy references ou le until destroy. Donc, il s'agit d'une technique comme ça. On pourrait faire ici take until, c'est pas take until, mais c'est take until destroyed. Et ça, l'éditeur de texte n'aide pas à le faire souvent. Donc, du coup, je vais essayer de me rappeler du vrai import. Donc, c'est Angular core, si je ne me trompe pas, c'est interop. OK, c'est ça. Donc, du coup, ça vient de ici. Donc, il y a un take until destroy comme ça que vous pouvez utiliser. Et ceci vous fait la désouscription automatique lorsque le composant est détruit. Donc, il vous suffit de faire ceci. Donc, ça vous évite de faire le unsubscribe manuellement. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été ajouté depuis la version 16 d'Angular. Donc, vous voyez ici, il arrive à désouscrire du contest. Donc, on va tester ceci. Donc, on a injecté notre activated route. On dit qu'on veut, donc on s'intéresse aux données de la route, les params. Nous avons souscrit dessus pour être informés des changements de la route. Donc, dans ce cas, ça va juste nous afficher les données de la route entière dans la console. Donc, l'idée, c'est de vous montrer à quoi correspond cette valeur. Donc, si je reviens là, j'ouvre ma console. Je fais juste ça. Je l'ai trop agrandi. Lorsque je fais Edit, j'ai ceci qui apparaît dans la console. Donc, on voit si je fais ceci, que ça correspond à Contact ID. C'est un objet qui contient le Contact ID, qui correspond à la valeur qui est saisie. J'ai une erreur où je me trompe. J'ai C. OK, mais la fin, OK. Donc, j'ai le A3 à la fin. OK, c'est bon. Donc, du coup, c'est de récupérer juste cette valeur et de l'afficher ici. Donc, on va afficher cette valeur maintenant ici. Donc, pour pouvoir récupérer cette valeur, vu que c'est un objet, il va nous falloir récupérer l'ID en question. Donc, je peux juste faire ceci. Je vais crochet. Vu que je sais que sur ma route, il existe une façon de faire pour récupérer Vu que je sais que sur ma route, j'ai déjà les données et que lors de la définition de la route, ça c'est le facteur le plus important, c'est que c'est ce que vous avez défini ici que vous allez utiliser pour récupérer les données de routine. Donc si je mets Toto ici, ça veut dire que c'est Toto que je dois utiliser de l'autre côté. Donc ça c'est important. Donc je mets mon Toto ici. Donc ça veut dire que lorsque je vais cliquer maintenant dans ma console, lorsque je vais aller dans ma console, donc je vois que si j'actualise ma page, j'ai les données qui sont automatiquement disponibles dans la console pour moi. Donc si je viens ici et que je fais ça, donc je vois que c'est
la donnée en question qui est là. Donc, on va prendre ça. On voit que c'est la donnée qui est affichée là. Donc, vu que nous arrivons à récupérer la valeur, la seule chose qui nous reste à faire ici, c'est de créer, par exemple, la contact ID comme ça, de dire que c'est une chaîne de caractères et que ça peut prendre la valeur nulle, par exemple. Donc, du coup, soit je lui affecte une valeur vide comme ça, et après, lorsque je récupère la valeur ici, il me suffit de faire list.contact ID et d'affecter la valeur que je récupère ici, que je lui affecte ça. Donc, on peut faire ceci. Donc, je vais effacer tout ça, vu que je n'en ai plus besoin. Donc, je fais un save. Donc, on va reprendre notre process. Donc, je vais fermer tout ça. D'abord, on vient sur la page. Par défaut, on est redirigé ici. On clique sur Edit. Ça nous donne la valeur, jusque la valeur n'est pas affichée. Donc, du coup, ici, il va falloir afficher la valeur dans le template. Donc, il va nous falloir mettre juste ici l'interpolation et d'insérer la valeur. Donc, on reprend ici. Donc, on voit que l'ID est bien affiché ici. Pour rendre ça un peu grand, on va juste mettre un H1 ici dessus. Et si je retourne là, donc on voit que maintenant, si je fais ceci et que je prends un utilisateur, j'ai son ID qui est affiché. Donc, on vient ici de récupérer les données de la route. Et si c'est que j'avais fait, par exemple, ici, date égale, par exemple, je vais mettre, supposons que je mette ici year égale à, par exemple, 2024 et que je souhaite récupérer ces données. Donc, c'est le même principe. Il me suffit ici au niveau de mon composant, edit ici, de recréer, de faire la même chose. Donc, ça veut dire que je vais refaire quelque chose comme ça. Jusque au niveau de params, donc je vais mettre cette fois-ci query params comme ça. Donc, je peux définir, par exemple, une information de query paramètre. Ici, je peux affecter la valeur ici. Donc ici, vu que le query, c'est un query paramètre, donc du coup, le paramètre est là, je peux faire ceci, simplement. Donc ici, il me dit quoi? Il me dit que c'est implicitement égal à any. Ah oui, parce qu'il ne connaît pas il ne sait pas quelle valeur peut prendre. Comme c'est un query paramètre, il ne sait pas si c'est une chaîne de caractères, ce à quoi va correspondre cette valeur. Donc du coup, je vais déjà commencer par changer juste le nom pour que ça soit plus parent. Donc je mets query param, par exemple, comme ça. OK, donc ici, pour pouvoir corriger l'erreur, je peux juste dire ici, comme ça, as string, par exemple. Je vais mettre ici que je vais considérer ceci comme étant une chaîne de caractères. Il me dit quoi? Because params has no index signature. Ah bon? OK. No society. Attends. Query params plutôt. OK. Donc, du coup, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Donc, il me suffit après d'afficher cette valeur sur notre page. Si je fais, par exemple, slash l'année, où je vais mettre juste ça ici, en H2. Donc, si je mets, par exemple, hier ici, et qu'on récupère la valeur, et qu'on regarde maintenant là, donc on voit que le 2024 est bien affiché ici. Si je change ça à une autre valeur, donc si je fais entrer, donc on voit que les données sont bien récupérées dans le routing. Donc voilà de façon générale ce que je voulais couvrir avec vous dans cette journée ou dans cette session. Et au niveau de la version 16 évoluée d'Angular, il y a une façon encore plus simple de récupérer les données.
mais que nous allons voir lorsque le besoin va se présenter, quoi. Ok, donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser en attendant que je pousse le code. Et merci. Donc, du coup, on va mettre ça sur la session 6. Donc, on va dire routing et système de routage. Ok. Donc, c'est au moins au cours de ces sessions pratiques ensemble, et là, vous n'avez plus d'exercices à faire chez vous et vous pouvez juste reprendre ces exercices et je pense que ça sera bon. Ok. Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais juste partager avec vous comment dire ça? Je vais partager avec vous le slide, donc à travers le channel Discord et également il y a généralement le slide vous est également envoyé plus tard ça vous sera également envoyé plus tard par GDG Cloud Abidjan quoi, à travers leur channel quoi. Donc pour ceux qui, je sais pas s'il y a certaines personnes, si c'est la première fois que vous suivez ce, cette formation avec nous ou pas, mais si c'est la première fois que vous suivez cela, donc vous avez le lien Discord. Il y a un channel que nous avons créé pour discuter au cas où vous avez des soucis, des problèmes de compréhension par rapport aux exercices. Mais là, il n'y a pas d'exercice, donc je vous aurai juste le slide à travers le Discord. Et vous avez également le lien vers le dépôt Git où vous pouvez retrouver les codes des différentes sessions que nous faisons. Donc aujourd'hui, nous sommes à la session 6. Donc si le cas dans la partie branche, je viens de pousser le code de la session 6. Donc vous allez voir que c'est le dernier commit qui a été fait. Donc, ça représente un peu tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui a levé une main pour poser une question. Vous pouvez là ouvrir le micro et la poser. Oui, vous, allez-y, vous avez levé la main, allez-y. Oui, allez-y. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. Il faut juste ouvrir le micro et poser la question, quoi. Il y a pas de souci, comme je l'ai dit, quoi. Ou c'est une erreur de votre part, je sais pas. Ok. Vous avez un souci de micro et la question est dans le chat probablement. Ok, je vérifie. Ok. Pour des grands projets, est-ce une bonne technique de mettre en place plusieurs routes providers? Ça, je saurais dire ça comme ça parce que ça dépend du projet. Ça dépend du projet, mais les routes providers, généralement, vous avez un qui a la racine et les autres sont définis à partir du routing principal, quoi. C'est-à-dire que vous avez quand même le app config. Donc, quelle que soit la façon dont vous définissez vos routes, donc vous aurez une route principale comme ça, dont vont dépendre d'autres routes. Donc, tout va partir d'ici et évoluer progressivement. Donc, vous pourrez inclure d'autres routes en fonction des... On a ce qu'on appelle comment on appelle ça, des routes enfants que vous pouvez définir. Déjà, ce que nous avons fait ici, c'est possible de le configurer autrement en faisant ceci. Donc, j'aurais pu écrire ça d'une façon plus simplifiée comme ça, mais c'est pas le but de la session. Donc,
tout dépend de ce que vous cherchez à faire, quoi. Donc, je pourrais pas répondre comme ça sans avoir le plus de contexte, quoi. Ok, question de le dollar devant la variable. Qu'est-ce que ça explique exactement? Ok, je vais expliquer ça tout à l'heure. Ça, c'est au niveau des flux. Je l'ai pas utilisé, mais sûrement que vous avez vu ça dans un code base, quoi. Oui, je disais tout à l'heure que concernant le routing, tout ce que nous avons fait ici, on aurait pu le faire de cette façon. On aurait pu faire quelque chose comme ça. On aurait pu faire un truc comme ça, qui draine et faire ça comme ça. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire. Donc je peux me débarrasser de tout ça. Vu que à chaque fois, nous avons contact qui se répète ici. Donc on aurait pu créer des routes comme ça. Euh, je vais juste faire ça. C'est de la refactorisation. Juste une question de style. Donc, vu que ceci se répète, donc je peux me débarrasser de ces deux éléments comme ça. Je peux me débarrasser de ces deux éléments-là et avoir quelque chose comme ça. Ça revient à ce que nous avons initialement. Donc, pour vous montrer cela, je vais juste tester ça. Vous allez voir que ça va toujours marcher comme c'était déjà le cas. Euh, j'ai contact avec ce qui manque ici. OK. Donc, vous allez voir que si je vais sur la route principale, je suis redirigé ici, et si je fais ça, j'ai toujours l'ancien comportement, quoi. Donc ça, c'est une autre façon de faire qui est équivalent à la première, quoi. Donc au niveau de la configuration des routes, tout dépend de ce que vous cherchez à faire. Ok, deuxième question, le dollar devant la variable, qu'est-ce que ça explique? En fait, le dollar devant les variables, c'est une convention qui a été définie avec l'utilisation de RIJS. C'est-à-dire que lorsque j'ai ceci, supposons que je fasse ceci, supposons que je fasse ceci et que je dise que ceci, je veux dire que ceci représente par exemple mon params comme ça, de sorte que après que je puisse utiliser directement ceci, au lieu de faire 10 points tout ça, que je fasse, que je souhaite éviter de faire ça et faire ceci. Lorsque j'utilise ce code, en regardant ces variables, rien ne me dit que ceci c'est un flux. Mais pour pouvoir attirer l'attention de la personne qui lit le code pour savoir que ça, c'est un flux qu'on peut souscrire dessus, donc je fais ceci. Donc ça permet à quelqu'un qui voit ça dans le code de savoir automatiquement que ça, c'est un flux que je peux faire subscribe dessus ou faire un pipe dessus. Donc c'est juste ça la conversion. Donc ça n'a rien de particulier, c'est juste du visuel, quoi, une convention qui a été choisie dans la communauté pour faciliter la lecture du code. Comme ça, si je mélange un peu mon code, quelqu'un qui voit ça, il sait automatiquement que c'est, ou que remarque ce qui fait ça. Vu que vous ne voyez pas là où ceci a été défini, rien ne vous dit que c'est un flux. Mais en voyant ce petit dollar, vous savez tout de suite que c'est un flux. Donc, vous savez que vous pouvez faire pipe dessus lorsque vous retrouvez ça quelque part plus tard dans le code où vous n'avez même pas accès à là où ça a été défini. Vous savez que c'est pas une variable simple, quoi. Donc, c'est juste ça.